Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour et bienvenue sur notre chaîne, sur votre chaîne. Dans le cadre de cette émission, Interrogeons-nous, nous recevons ce matin pour nous parler de l'espace et du temps, le professeur Mouchili. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci, professeur Mouchili, de répondre favorablement à nos invitations pour que nous discutions sur ces concepts parfois métaphysiques et physiques qui nous échappent bien souvent. Ce matin, nous allons parler de l'espace et du temps. Prof, c'est quoi l'espace? Bon, il faut savoir que les notions d'espace et de temps sont les fondements de la justification de l'existence de l'univers. C'est-à-dire de son histoire jusqu'à ce que nous avons la construction même actuelle de l'univers. Et cet univers a connu une histoire. On peut difficilement parler d'une origine parce que l'univers est né d'une succession d'événements. Bon, aller jusqu'à trouver le point zéro du début qui fonde le décompte du temps est à ce niveau encore difficile en physique. Et maintenant, comment l'espace s'est-il constitué? L'espace s'est constitué en partant d'un infiniment petit, c'est-à-dire qui est né de ce qu'on appelle le Big Bang. Quand je parle d'infiniment petit, parce qu'il s'agit d'une chose, d'un réel dont le diamètre était de 10 puissance moins 43 cm. 10 puissance moins 43 cm. On trouve l'univers à ses débuts, ce qui constitue l'univers aujourd'hui. Comme quand on parle d'espace, il s'agit de l'ensemble constitué par l'univers et tout ce qui fait la démographie de cet univers. Voilà. Bon, maintenant, pourquoi parle-t-on du temps comme un élément qu'on ne peut dissocier de la compréhension de l'espace? C'est parce que l'univers n'est pas statique. Voyez-vous, en 1915, lorsque Albert Einstein parlait de la relativité générale, il veut résoudre un problème pendant en science depuis des millénaires, ou bien depuis des siècles au moins. Il dit ceci: il faut désormais savoir que, comme on l'a toujours cru, l'univers, contrairement à ce qu'on a toujours cru, l'univers n'est pas statique. L'univers est en expansion. Elle connaît une vitesse. On peut déterminer le niveau de propulsion de cet univers pour comprendre en quoi consiste cette vitesse. Donc, ce voyage que fait l'ensemble de l'univers dans l'espace prouve que si on ne peut penser l'univers si on ne peut penser l'univers comme un principe statique, on ne peut donc pas dissocier la connaissance de l'espace de celui du temps. C'est pour ça que notre univers est défini en termes de réalité spatio-temporelle. Oui. Et pourquoi spatio-temporelle? Déjà parce qu'en 1905, lorsque Albert Einstein parlait de la relativité restreinte, c'est pour répondre à Newton, qui pensait que le temps et l'espace sont des réalités absolues, donc existant en dehors du sujet. Or, il faut nécessairement que des choses soient en mouvement pour que le temps existe. Si tout est statique, il n'y a pas de temps. Mais si nous évoluons en occupant l'espace, il faut bien qu'on sache quelle distance on a parcouru dans l'évolution et en combien de temps. Donc on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Oui. Et connaissant les deux aspects, il faut alors se demander si cet univers qui est en expansion, est-ce que cette expansion se fait dans le vide? Donc, ce qui fait entrer une troisième notion dans la recherche de la connaissance de l'univers. On va désormais parler de l'espace, du temps et du vide. Aristote, dans son temps, disait que la nature avait horreur du vide. Platon lui-même, avant Aristote, avait pensé la même chose. Mais Démocrite
qui lui, les atomistes Démocrite, a dit, mais est-ce que vous pensez réellement que dans l'univers, il pourrait y avoir un vide? Étant donné, parce qu'en son temps, on ne connaissait pas encore qu'il y avait des réalités subatomiques. On savait que l'atome est le plus petit élément de la matière. Et par conséquent, les atomes ne laissaient pas de vide entre eux, même s'ils n'étaient pas soudés. Bon, alors là, on constate que peut-être il n'y aurait pas de vide. Mais en Occident, parce que c'est les Orientaux qui pensent que l'univers ne serait pas né du néant. Ils ont pensé ça avant les Occidentaux. Et les hindous, quand même, ont pensé au chiffre 0, qui, pour eux, si le vide existe exactement, alors le 0 pourrait représenter le vide. Mais le débat est resté pendant parce qu'on n'avait pas résolu effectivement ce problème. Mais c'est réellement au XXe siècle, quand même on a accepté au 5e siècle de notre ère l'existence du 0 chez les Occidentaux, c'est au XXe siècle qu'on prouve effectivement que le vide n'est pas vide, mais plein. Parce que il existe dans le vide ce qu'on appelle des éléments virtuels subatomiques. Et ces éléments virtuels sont comme une mousse. Parce que ce sont des quanta à charge négative, donc des éléments à charge négative. Parce que quand nous voyons, par exemple, l'électron être en mouvement, c'est parce que l'électron est un quantum à charge positive. Alors, l'électron prouve son existence à partir de son mouvement et à partir de la possibilité même de réalisation d'une émission comme celle-ci, parce que ce sont les ondes. Mais il existe d'autres éléments aussi petits que les électrons, mais qui ont plus de charges négatives et ne sont pas en mouvement. C'est pour ça que j'appelle ça le réel virtuel, qui existe, mais n'influence pas les mouvements des autres. Et le mouvement est possible parce que sa charge négative, les autres électrons qui sont à charge positive peuvent passer en dedans et se retrouver de l'autre côté. Donc c'est un peu comme une mousse. Vous avez vu quand vous avez une mousse et que vous y versez de l'eau, l'eau va traverser et se retrouver de l'autre côté. Oui. Voilà. Donc l'espace qu'on croit être vide est occupé par un élément qui ressemble à une mousse. Oui. Voyez-vous? Donc le vide n'existe pas. Oui. Le vide est un espace plein, mais plein d'éléments à charge négative. Donc c'est pour ça que je parle du réel virtuel. Est-ce qu'on peut considérer que l'espace va grandissant et il grandit dans le temps? Et c'est peut-être pour cette raison qu'on ne peut pas séparer l'espace du temps. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que lorsque l'univers naît, n'est-ce pas? Lorsque l'univers naît, le diamètre de cet univers, au moment où il naît, est tout petit. Tout petit. 10 puissance moins 43 cm. Oui. Voyez-vous? Mais qu'il a évolué progressivement. Il a évolué et nous connaissons aujourd'hui même des univers. Parce qu'il existe des mondes parallèles. Vous n'avez qu'à voir, lorsqu'on vous dit que, par exemple, Alpha Centaure est la limite du système solaire. Mais il y a des, je ne sais pas si on peut appeler ça météorites ou comètes ou astéroïdes, qui sortent de l'extérieur du système solaire pour atterrir sur notre Terre une fois tous les 26 000 ans. Et cela peut justifier même le mécanisme d'évolution, quand on parle de l'évolutionnisme. Parce que chaque fois, quand ça tombe, ça crée une perturbation atmosphérique qui pourrait aussi créer des mutations génétiques et entraîner le renouvellement des espèces. La Terre résiste à cela parce que chaque fois que c'est tombé sur le sol, ça n'avait qu'un diamètre de 2 à 3 km. Mais si ça atteint les 80 km de diamètre, la Terre peut disparaître. Prof, je veux me poser la question du profane. Oui. Est-ce qu'on peut penser que l'univers aujourd'hui est tel qu'il était au départ et que c'est peut-être l'instrument que nous utilisons pour l'évaluer qui a été différent? C'est-à-dire peut-être que notre perception au départ en fonction des outils qu'on avait n'était pas
évolué comme les outils que nous avons aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, nous avons l'impression par rapport à ce que les anciens avaient pensé dans l'histoire, par exemple, des sciences, dans l'histoire des sciences, nous avons l'impression que l'univers a évolué. Est-ce qu'il n'est peut-être pas stable et que c'est notre conscience qui a évolué? Non, ce que je dois dire, l'univers a grandi. Pour parler trivialement, oui. L'univers a grandi. L'univers n'est pas né comme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui. Je vous ai parlé du fait que l'infiniment grand est né de l'infiniment petit. Oui. Parce qu'il vous dit que le diamètre, ce qu'on appelle, on appelle ça en physique la longueur de Planck, est de 10 puissance moins 43 cm. C'est ça que j'entends par longueur de Planck. Oui. Et nous n'avons perçu cette longueur de Planck qu'à partir de 10 puissance moins 33 secondes. Parce qu'on n'a pas perçu le temps zéro. C'est-à-dire, à quel moment exactement a eu lieu le Big Bang. On a la course qu'a réussi à faire la lumière dans le temps pour nous renvoyer 15 milliards d'années-lumière comme temps pendant lequel a déjà existé l'univers, n'est pas arrivé au point zéro pour qu'on puisse comprendre le moment du déclenchement du décompte du temps. Mais on a perçu ça à partir de 10 puissance moins 43 secondes. Voyez-vous? Bon, et on a constaté que ce qui est né de là était de 10 puissance moins 43 cm qu'on appelle la longueur de Planck. Ce diamètre, c'est infiniment petit. Mais l'univers a grandi. Et vous voyez qu'avec la naissance des planètes, des univers, des exoplanètes et des univers parallèles, on a davantage l'impression que la course, c'est-à-dire l'expansion de l'ensemble de ces galaxies dans l'espace, crée un agrandissement progressif de l'univers. Oui. Parce que quand on parle de l'univers, il faudra aussi mesurer la distance qui existe entre les galaxies, si on entre seulement dans notre voie lactée que le système solaire. Et toutes les planètes ne sont pas regroupées au même endroit. Voilà, l'ensemble de l'espace qu'occupent toutes ces planètes nous renseigne sur la dimension du système solaire. Si vous voyez même, on va parfois se demander si le Soleil, dès le départ, à son commencement, n'avait pas un frère jumeau. Parce qu'il y a aujourd'hui des physiciens qui, en physique théorique, appellent le frère jumeau du Soleil Mimesis. Mimesis qui aurait existé. La preuve n'est pas encore totalement formelle. Mais les données qu'on reçoit des autres planètes, de la possibilité d'existence d'autres univers, nous renseignent sur une possible existence passée d'un frère jumeau du Soleil qu'on devrait appeler Mimesis. Et qui aurait éclairé certains espaces. Oui, qui aurait éclairé certains espaces et certains univers. Quand aujourd'hui on nous dit que la Terre, telle qu'il... il y a une planète qui ressemble étrangement au futur de la Terre, c'est un espace extraordinairement chaud. Ça signifie qu'à un moment même, dans des millions d'années, la vie pourrait même disparaître. Cette planète n'est plus habitable aujourd'hui. J'ai fait la confusion entre, je crois, Pluton et... Qui n'est plus une planète du système solaire. Oui. Bon, non, c'est une planète du système solaire, mais qui est extraordinairement chaud. La vie est impossible actuellement là-bas. Or, auparavant, on a constaté que la vie doit avoir existé à cet endroit et on a constaté qu'il y a eu même des cours d'eau à cet endroit. Un peu comme à Mars. Oui, mais ce n'est pas Mars qui désigne le futur de la Terre. Ça pourrait me revenir, mais il y a une autre planète du système solaire qui est aujourd'hui ce que sera le futur de notre planète. Prof, est-ce que l'espace et le temps ne sont pas les données de notre conscience? Du point de vue philosophique, avec des gens comme Kant, ça peut se dire. Parce que chez Kant, l'espace est la forme du sens externe et le temps est la forme du sens interne. Mais il faut dire que Kant le dit parce qu'il a lu Newton. Il a beaucoup lu Newton et il a pensé au même titre que Newton que les données, l'enseignement que la physique fait du temps et de l'espace renvoie à des réalités absolues.
Et Kant est dans le même registre. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, parler du temps et de l'espace en regardant ces données avec les lunettes d'un Emmanuel Kant. Parce qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que c'est l'existence de l'être réfléchi qui donne sens et signification au temps et à l'espace. Et on lit le temps et l'espace au cours de l'histoire. C'est-à-dire, c'est l'histoire qui permet de déterminer la réalité même de l'espace et du temps. Mais la lecture des sciences physiques est davantage plus précise que celle d'une métaphysique ancienne, classique. Voyez-vous? Parce que jusqu'au début du XXe... Parce qu'il faut dire que c'est réellement en 1915, avec la relativité générale, que lorsque Albert Einstein démontre réellement que l'univers n'est pas statique. Parce que c'est en 1915 qu'on comprend définitivement que l'univers n'est pas statique. L'univers est en expansion. Parce que la relativité générale étudie les données infiniment grandes. Voyez-vous? Et la relativité restreinte étudie le principe de la non-absoluité de l'espace et du temps. Voilà. Parce que voilà les deux études d'Albert Einstein qui ont permis de comprendre comment se conçut le temps et l'espace. Bon, maintenant, Albert Einstein étant préoccupé par un autre problème, parce qu'il voulait absolument trouver des conditions pouvant permettre à la science d'être exacte. Et pendant les 30 dernières années de sa vie, il a voulu établir une théorie physique qui unifie relativité générale et mécanique quantique. Mais aucun principe expérimental ne pouvait lui donner raison. S'il l'avait fait, on aurait pu rester seulement dans le cadre de la physique théorique. Or, la physique est physique. La physique n'a pas besoin d'être seulement théorique. Tout ce qui se dit en physique doit être expérimenté. Et Einstein n'a pas pu, parce qu'il croyait pouvoir contredire Heisenberg, qui avait pensé en 1927 le principe d'incertitude en sciences. Oui, parce que c'est Heisenberg qui résolument met sur pied la théorie d'indéterminisme en sciences, le principe d'incertitude. Oui. Mais Albert Einstein n'a pas été d'accord avec lui. Mais toute l'école de Copenhague a été contre la position d'Einstein. Donc, on a compris que Heisenberg avait raison de penser le principe d'incertitude en sciences. Oui, que c'est le principe d'incertitude, parce que la science n'est pas exacte. N'est pas exacte. Oui. Elle est si on a un résultat, il est provisoire. Provisoire, oui, nécessairement. Nécessairement provisoire. Donc, à partir de ce moment, est-ce qu'on peut, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le vide, quand vous présentez les concepts, parlons-en. Non, je disais le vide est l'idée qu'on avait de l'espace par rapport à l'expansion de la nature. C'est-à-dire, si donc il existe le vide, s'il existe effectivement du vide, c'est que c'est facile à conclure que l'univers serait né du néant. Est-ce que le néant peut donner naissance à quelque chose? C'est impossible. Bon, si le néant ne peut pas donner naissance à quelque chose, est-ce que ce qui existe et évolue dans un espace évolue? Est-ce que l'évolution signifie l'existence du vide? Parce que pour te mouvoir, il faudrait que tu ne sois pas enfermé sur toi-même et que tu ne sois pas dans un cloison. Bon, maintenant, si le mouvement est rendu possible, est-ce que c'est parce que l'espace est vide? Bon, on a bien montré que le vent ne vient pas de rien. Le vent vient de différentes formes de constitution des nuages. Donc, aucune chose ne peut venir de rien. Par conséquent, il est difficile de penser l'existence du vide. Trinh Xuan Thuong a écrit un livre intitulé « La plénitude du vide » pour montrer qu'au fond, il n'existe pas de vide. Je vous ai dit tout à l'heure, tout l'espace qu'on croit être vide est un espace occupé par des éléments virtuels, des éléments subatomiques virtuels, et qui se présentent comme une mousse
pouvant laisser passer les autres formes de réel qui ont une charge négative. Parce que quand vous avez une charge positive, parce que lorsque vous avez une charge positive, ça veut dire que vous avez une capacité énergétique qui vous permet d'avoir la propulsion nécessaire pour vous mouvoir. Et faire la science, Oui, c'est certainement trouver l'instrument qui nous permet de savoir ce qu'il y a dans ce vide-là, de l'interpréter et de voir certainement comment le on réalise qu'il n'y a pas de vide. Oui. Pourquoi? Parce que si vous utilisez une balle, n'est-ce pas, que vous allez envoyer vers une trajectoire en altitude, bon, est-ce que du point de départ, si la boule va chuter quelque part, ça veut dire qu'il y a un effet de frottement qui ralentit la vitesse de cette boule. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas monter indéfiniment s'il fallait qu'elle monte. Oui. Elle doit absolument tomber à un moment. Mais on peut aussi penser que c'est proportionnel à la puissance de la lancée de la boule. Oui, c'est proportionnel à la lancée de la boule, mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait rien qui ralentisserait, même quelle que soit la vitesse, c'est un peu lorsque vous projetez quand vous allumez ici, voyez-vous, les photons lumineux partent de l'ampoule qui donne la lumière à une vitesse, mais elle ne peut pas éclairer si en deçà de cet immeuble, il n'y a qu'un trou noir. Cette ampoule ne va pas éclairer indéfiniment. Jusqu'au fond. À un moment, ça va s'arrêter. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que l'endroit, l'espace que ça parcourt n'est pas vide. Voyez? Oui, ça rencontre des obstacles, qui ralentissent le parcours de ce qui est en mouvement, nécessairement. Oui. Donc, l'effet de frottement existe parce que la pression qui existe dans l'atmosphère est telle que vous ne pouvez pas agir indépendamment de l'existence de cet espace plein. Prof, après une explication comme celle-là, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir ce que vous dites aux jeunes scientifiques qui est en face et qui veut faire une recherche fondamentale dans le domaine de la physique. Comment est-ce qu'il interprète cela? Est-ce qu'il considère que Einstein et les autres ont eu raison, que la pensée s'est achevée, ou alors on peut questionner quelles sont les questionnements que vous avez en tant que chercheur, quelles sont les apories que vous avez en tant que chercheur sur ces questions d'espace, de temps et de vide? Bon, moi, je peux vous dire que malheureusement, ma recherche ne profite qu'aux philosophes. Parce que dans notre système universitaire, on n'a pas introduit la philosophie dans les facultés de sciences. Pour moi, bon, je ne peux pas dire que c'est un drame, mais c'est une méprise qui peut, peut-être le mot est fort, c'est une méprise qui peut friser le mépris de ceux qui font la recherche. Oui. Parce que vous ne pouvez pas vous engager dans un domaine sans en connaître les fondamentaux. Le pourquoi de l'étude physique des données naturelles n'est pas scientifique, c'est physique. Le physicien travaille sur le comment des choses. La question du pourquoi, qui relève des fondamentaux des études scientifiques Et philosophique. est philosophique. Mais comment introduire, j'ai eu souvent des débats avec des professeurs de sciences, quand on leur a dit, peut-être on pourrait enseigner la philosophie dans vos différents domaines, dans un peu proche délai. Mais des gens me disent, non, nous on a notre déontologie, notre méthodologie, et il y a une éthique de notre discipline. Bon, ouais, ça veut dire qu'il y a une méconnaissance profonde de la philosophie et de son rôle. Vous ne pouvez pas être des gens qui font la recherche sur le comment de l'évolution de l'univers sans vous interroger sur le pourquoi, la nécessité de cette évolution. En effet.
Voyez-vous? Or, c'est indispensable pour le physicien. Oui. Vous allez constater que des livres d'épistémologie qui sont écrits en Europe le sont davantage par des scientifiques. Pourquoi? Parce que dans leur formation, il y a un cursus, dans leur curricula, il y a quand même un parcours philosophique. C'est pour... Bon, ce n'est pas pour qu'on nous donne davantage du travail, mais c'est pour que la formation de ces gens soit complète. Vous ne pouvez pas être des grands scientifiques sans être capable de discours de vulgarisation. Parce qu'il faut un discours de vulgarisation. Il faut une physique pour les non-physiciens. C'est ça que j'entends par discours de vulgarisation. On peut vulgariser les sciences sans rendre la science vulgaire. Oui. Mais est-ce qu'on le fait assez? Nos systèmes de formation ne le permettent pas. Voyez-vous, il faut absolument introduire dans l'ingénierie technique l'étude de la philosophie, au moins sur les fondamentaux des sciences qu'ils font. Mais nous avons aussi une déformation dans nos différentes formations en philosophie. Nous sommes enfermés dans la connaissance de l'histoire de la philosophie, mais l'histoire que nous connaissons davantage est celle qui nous enferme dans des comportements aristotéliciens. C'est-à-dire, la physique que nous maîtrisons le mieux à partir de notre vocation de philosophe est celle de la philosophie que nous maîtrisons le mieux est celle qui fait recours seulement à la physique d'Aristote, qui n'est pas une physique, je veux dire essentiellement physique, c'est une physique davantage métaphysique. Parce que les théories aristotéliciennes ne sont pas toujours prouvées par des processus d'expérimentation. Et comme je l'ai déjà dit à une autre émission, Aristote prenait rarement la peine de confronter ces théories à la réalité. C'est juste quelquefois, quand l'écart était trop flagrant et qu'on le lui avait dit, qu'il acceptait quelquefois que ces théories soient comparées à la réalité. Donc, si nous pensons la philosophie et notre rapport au monde à partir d'une physique aristotélicienne, on ne va jamais comprendre où est déjà le monde. Bon, peut-être c'est parce que nous n'avons pas tout de suite lié la connaissance, le savoir scientifique au développement et au progrès. Et pensant que les autres se sont suffisamment questionnés sur des questions, sur des problèmes que l'univers dégage, nous nous sommes contentés des réponses que les autres apportent. Justement, parce que nous avons plus une vocation technicienne qu'une vocation à l'ingénierie. Oui. Parce que la conception de l'ingénieur ne peut pas se dissocier de la question du pourquoi. De la question du pourquoi, oui. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut pousser l'ingénierie plus loin en introduisant systématiquement dans toutes les facultés de sciences, dans tous les laboratoires scientifiques, l'approche philosophique de la compréhension du réel. Absolument. Il ne s'agit pas pour la philosophie de commander aux scientifiques, mais il s'agit pour le scientifique de savoir pourquoi il réalise un ensemble de choses. Voyez-vous? Parce que nous, on pense généralement qu'il faut... parce que vous verrez dans beaucoup de dissertations, dans beaucoup de thèses, de mémoires, on dit qu'il faut concilier science et philosophie comme s'il s'agissait de deux ennemis auparavant. Non, non, ce n'est pas des adversaires. C'est que notre formation doit nous rendre, quel que soit notre domaine de discipline, philosophe dans la conception de ce que nous faisons. En effet. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas de disparité pour qu'on cherche à concilier. Non, il n'y a pas de disparité. La physique permet aux philosophes de produire de nouveaux concepts. Et les concepts qui sont produits en philosophie et qui peuvent naître intrinsèquement à la philosophie peuvent aussi inspirer le scientifique. Donc il n'est pas question de penser qu'il s'agit de les mettre en accord
comme si on pouvait déjà les dissocier. Non. Il s'agit d'intégrer le fait que toute formation sans philosophie est une formation incomplète. Merci infiniment, professeur Mouchili. Chers téléspectateurs, nous comprenons bien que la science est un tout. Il est temps que nous sortions des cloisonnements, des isolements que nous nous sommes faits pour commencer à nous poser de vraies questions. On ne peut pas se poser tout le temps la question du comment sans se poser la question du pourquoi. Donc, de temps en temps, n'hésitez pas à acheter des ouvrages, n'hésitez pas à aller vers des auteurs, n'hésitez pas à aller faire des cours de philosophie, même si le système ne nous le permet pas de manière officielle, mais nous avons comme ça des cercles, des associations qui peuvent nous permettre de tenir la réalité comme un tout et finalement d'exploser sur le plan scientifique. Merci professeur Mouchili pour cet échange fructueux que nous avons eu sur l'espace et le temps. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions ensemble poursuivre cette recherche avec beaucoup d'endurance, avec beaucoup de témérité. Merci professeur Mouchili. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Merci professeur.